Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette soirée, cette table ronde à l'occasion que nous présentons à l'occasion de la parution de l'ouvrage donc The Rescue Turn and the Politics of the Holocaust Memory, qui a été publié donc sous la direction de Natalia Aleskun, Raphaël Utz et Zofia Wojcicka chez l'éditeur Wayne State University Press cette année. Les ouvrages ne sont pas encore arrivés, mais vous pourrez nous laisser vos coordonnées après la rencontre pour qu'on puisse vous les adresser. Voilà, on va commencer dans quelques minutes. Simplement, je voudrais donner la parole à Ilona Pugaszewicz, qui vous êtes la directrice du Centre de civilisation polonaise, qui est donc avec l'Université de Varsovie, partie prenante donc du projet et puis de la soirée, de la rencontre ce soir. Merci. Merci beaucoup. Au nom du co-organisateur de ce colloque, Université de Varsovie, Centre de civilisation polonaise Sorbonne Université, département de polonais de l'UFR d'études slaves, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à notre soirée intitulée, comme vous avez déjà dit, le tournant dans l'histoire du sauvetage et les politiques mémorielles de la Shoah. Notre réunion a emprunté le titre d'un livre très particulier, écrit en anglais et consacré au problème de l'aide aux Juifs au sens large pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mesdames et messieurs, je suis honorée que ces rédactrices soient parmi nous. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue, Natalia Aleksin de l'Université de Floride, Anna Bikond, journaliste et essayiste de Varsovie, Ralph Utz, affilié à l'Université de Jena, Sarah Gainsbourg, directrice de recherche au CNRS, que nous a accueillis à Sciences Po à Paris, Audrey Kichelewski, qui nous rejoint via Zoom depuis Strasbourg, quand j'ai bien compris. Et enfin, au lame de cette rencontre qui nous a tous réunis ici, Zofia Wojcicka du Centre de recherche sur la mémoire sociale de l'Université de Varsovie. Au nom de Małgorzata Smoron-Goldberg, qui est avec nous en esprit et en notre nom à tous, je tiens à remercier chaleureusement Pauline Debuisson de nous avoir donné l'occasion d'organiser la promotion de ce livre magnifique, c'est important, dans un lieu aussi exceptionnel que le mémorial de la Shoah. Je vous passe la parole. Merci encore. Merci beaucoup, Audrey Kichelewski. C'est vous qui allez maintenant ouvrir cette séance. Donc, vous êtes à Strasbourg. Merci d'être avec nous, malgré tout, par Zoom. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais juste prononcer quelques mots d'introduction pour remercier à mon tour le Mémorial de la Shoah et en particulier Pauline Dubuisson d'avoir accepté d'accueillir la présentation de ce livre. Évidemment, je remercie les autrices, les auteurs ici présents d'être venus, de m'avoir fait aussi l'amitié et l'honneur de pouvoir découvrir et lire un peu en avant-première ce livre qu'ils vont vous présenter et qui est essentiel à plus d'un titre. Essentiel parce que le focus mis sur ce tournant du sauvetage, ce rescue turn, va bien au-delà du simple constat de la prévalence dominante partout en Europe et dans le monde de ce tournant du sauvetage, dès lors qu'il s'agit d'évoquer la Shoah. Et cette focale interroge les raisons qui ont conduit à cette émergence et analyse les effets sur les politiques mémorielles et sur les narrations
on vous l'expliquera. Derrière la mise en lumière d'actions et de personnes héroïsées pointe souvent, on le verra, mais pas systématiquement, mais pas uniformément et pas même consciemment, pointe souvent donc le risque de distordre la réalité des faits et de l'histoire. Peut-être de la même manière ou pas, vous en discuterez, que la sortie de guerre des sociétés européennes avait conduit à fermer les yeux sur certaines réalités embarrassantes, comme la complicité de pans entiers de la société civile dans le génocide. De la même manière que la guerre froide qui s'en est suivie a aussi surajouté une lecture idéologique du passé en fonction d'intérêts géostratégiques du présent, on peut se demander, et ça sera peut-être une question que j'aurai à poser, si ce rescue turn ne brouille pas à son tour la lecture et la juste compréhension d'un événement aussi complexe qu'est la Shoah et qui semble paradoxalement de plus en plus insaisissable à mesure que la connaissance historique s'approfondit et à mesure que la distance de l'événement, distance qui devrait induire une distance critique et plus réflexive, devrait conduire à une meilleure mise en perspective, une meilleure compréhension de ce génocide. La revue d'histoire de la Shoah, anciennement bulletin du Centre de documentation juive contemporaine, puis Le Monde juif, revue que j'ai l'honneur de co-diriger depuis 2020 avec Jean-Marc Dreyfus. Cette revue accueille depuis 1945 des témoignages, des enquêtes, des recherches qui visent précisément à documenter et à comprendre cet événement le plus justement possible. Et cette revue proposera dans son prochain numéro, en mars 2025, un dossier précisément consacré à ce phénomène de distorsion narrative et politique de la Shoah et des autres génocides. Distorsion qui, si elle n'est pas nouvelle, on peut faire remonter la négation et la distorsion des faits au moment même où le génocide était en train de se produire. Cette distorsion prend une dimension spécifique au XXIe siècle, certainement, c'est notre constat en tout cas, à l'heure de l'hyperconnexion numérique, à l'heure des mémoires transnationales qui jouent un rôle majeur, comme le montre très bien The Rescue Turn. Aux côtés d'autres stratégies discursives, inversion des rôles victime-bourreau, négation des responsabilités, brouillage des catégories et des producteurs de discours scientifiques, non scientifiques, et brouillage de la notion même de vérité dans une période de peut-être post-vérité, le motif du sauvetage figure en bonne place comme outil potentiel de distorsion de la Shoah et distorsion potentiellement aussi des autres génocides. Donc, en attendant de vous présenter ce numéro qui entre en pleine résonance avec la discussion de ce soir, je suis vraiment très heureuse que vous puissiez ce soir à l'auditorium échanger avec les coordinatrices, coordinateurs, contributrices de ce volume qui fera date, j'en suis certaine. Je regrette infiniment de ne pas pouvoir être physiquement parmi vous ce soir. Ce n'est que partie remise. Encore une fois, je vous souhaite une fructueuse et riche discussion à toutes et à tous. Et voilà, j'ai hâte de vous entendre. Thank you very much, Audrey. Merci beaucoup, Audrey. Merci d'être là. Je suis désolée si je parle anglais. Alors, les panélistes à gauche et à droite vont faire des déclarations vont lire leur participation, leur discours. Ils vont parler tout d'abord. Natalia va parler de la composition de l'ouvrage et que nous, en tant qu'éditeurs, ce que nous avons
nous en avons pensé. Ça sera continué par Sofia Wojcicka. Et Anna Bickman et Sarah vont parler de leur propre contribution à ce volume. Ensuite, nous aurons 2 tours de questions. Je pense qu'on peut commencer. Natalia, vous avez la parole. Merci beaucoup. Raphaël et moi-même vont s'excuser également de ne pas pouvoir parler français. Un jour, peut-être, nous parlerons français. Je voudrais partager avec vous l'histoire de cet ouvrage parce que je pense que ça sera donc un point de vue intéressant sur la fabrication de cet ouvrage et ce que cela a signifié pour nous, les éditeurs. L'ouvrage a commencé, comme beaucoup d'autres ouvrages universitaires, avec une rencontre en personne dans un atelier à Berlin, le sauvetage des Juifs au cours de l'Holocauste dans la mémoire européenne. Donc, avant l'été 2018, ça a été co-organisé par 3 institutions, le Centre pour l'histoire des études Pologne, ainsi que d'autres instituts. Donc, c'était un atelier extrêmement productif. Nous avons commencé donc à réfléchir à transformer ces conversations que nous avons eues en un ouvrage. Et pour ce faire, nous avons invité différents auteurs supplémentaires. Nous avons été ravis de voir qu'ils étaient ravis de rejoindre notre entreprise. Anna Bickman faisait partie de ces auteurs invités. Donc, alors, il ne s'agit pas d'avoir donc le plus de contributeurs possible. L'ouvrage contient 10 chapitres, mais on voulait avoir donc une étendue géographique qui ne se produit pas souvent dans les études historiques et mémorielles. Cela inclut souvent des conversations sur l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Donc, l'Europe du Sud, s'ils se concentrent sur l'Europe de l'Ouest, ne vont pas au-delà de Berlin. Et nous, on voulait s'engager dans une conversation qui regarderait donc les différents schémas, les similitudes, et ceci donc au-delà de ces divisions d'après-guerre ou de ces soi-disant divisions. Donc, ces études ont été menées par des universitaires divers dans le Bélarus, l'Allemagne, la Grèce, la Macédoine, les Pays-Bas, la Slovaquie, l'Ukraine, etc. Et c'est souvent des universitaires qui ne se rencontrent pas. Et donc, ceci nous a conduit à des observations que nous n'avons pas anticipées en tant qu'universitaires et historiens. Par exemple, Sacha, donc, ou des historiens dans le cas de Raphaël et moi-même. Donc, nous avons examiné. Non, il ne s'agit pas d'un ouvrage sur le sauvetage, sur le nombre de personnes qui ont été sauvées, qui étaient les sauveurs, qu'est-ce qu'ils sauvaient, quelles étaient leurs motivations. Bien que leurs auteurs donc, ont traité ces questions dans leurs ouvrages, mais plutôt de voir comment cette mémoire avait été utilisée, formulée, formalisée, développée, et par qui. Et bien que l'ouvrage en général se concentre sur les 2 dernières décennies, plus ou moins, cela montre vraiment, dans chaque cas, une histoire, l'histoire de la façon dont ces histoires de la mémoire ont elles-mêmes une histoire propre. Et à nouveau, parce que nous avons donc rassemblé ces différents pays, on pouvait voir l'unicité, par exemple, du Bélarus et également d'autres pays, par exemple les Pays-Bas. On entendra davantage, notamment, 2 autres auteurs qui ont écrit sur la Pologne et la France.
Nous étions très intéressés dans l'aspect matériel de cette mémoire. Et donc, pour faire suivre ce qu'a dit Audrey, le type de sources qui nous ont permis cette discussion sur la mémoire des justes et des sauvetages. Nous nous sommes intéressés également aux agents de cette mémoire, en passant par les survivants individuels, les différentes organisations de survivants, les sauveteurs eux-mêmes, les institutions locales, les militants de la mémoire, les organisations politiques également, les politiques, les États. Et à nouveau, chaque chapitre est différent. Ils ont tous construit nous avons eu une conversation avec Yad Vashem et par rapport au concept donc, du juste parmi les nations, ça a commencé à être mis en place par la commission de Yad Vashem en 1963. Et ça a en quelque sorte codifié une liste de conditions qui devaient être satisfaites si l'on voulait donc avoir ce titre. Mais à nouveau, les auteurs et les études de cas montrent comment différents agents, de façon très créative, se sont engagés dans ce concept, parfois en l'appliquant, parfois en allant au-delà et en créant leur propre concept. Et la dynamique, en fait, diffère d'un chapitre à l'autre. Avant que je passe la parole à Zafia, je voudrais ajouter que cet ouvrage a une histoire assez courte par rapport à l'atelier original dans le volume. Nous voulons donc témoigner de notre amitié à la maison d'édition. C'était absolument fascinant de voir comment lorsque le livre a pris forme, nous avons eu la possibilité de demander aux auteurs s'ils voulaient changer ou ajouter certaines choses, et dans le cas de certains pays, d'ajouter des chapitres. Et ça, c'était très intéressant. C'était une conversation très intéressante. Par exemple, l'Ukraine, avec tout ce qui s'est passé. Donc, d'une certaine façon, c'est un ouvrage qui continue à vivre. Ce n'est pas donc un livre qui est terminé pour tout par rapport donc à ce tournant du sauvetage. Merci beaucoup, Natalia, pour cette brève histoire de l'ouvrage. Je ne suis pas sûre que je suis d'accord avec le fait qu'il s'agissait d'un ouvrage qui est devenu une réalité rapide. Non, ça a pris 6 ans à rassembler, mais il y a eu aussi les années Covid au cours de cet effort. Donc, on pourrait dire que ce ouvrage est un survivant également. Sophia, pouvez-vous nous expliquer, nous rappeler pourquoi après 6 ans, on a réussi à faire cela et quel était notre point de départ théorique? Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Merci de nous accueillir. Et je ne vais même pas vous promettre de parler français dans les années à venir, en fait. Peut-être qu'on pourrait revenir au titre. Parce que lorsque nous avons collecté ce livre, nous avons demandé à différents éditeurs de le faire, et Raphaël donc est arrivé avec cette idée donc du tournant des sauvetages, et nous avons eu besoin d'explications peut-être parce que c'est un terme culturel, c'est un terme un peu sanctifié. Peut-être qu'il y a un nouveau modèle de sanctification lorsqu'on en parle, lorsqu'on parle de ce tournant matériel. Dans ce cas, c'est beaucoup moins, il s'agit moins d'une recherche scientifique, bien qu'il y ait un nombre croissant de scientifiques, d'historiens qui se penchent sur cet aspect du sauvetage ou de stratégie de sauvetage. On peut parler bien sûr de cela, mais ce qu'on voulait en fait, c'est peut-être un tournant dans la prise de conscience publique quant à l'Holocauste et la perception de l'Holocauste comme sujet. Et l'atelier que Natalia a mentionné en 2018 a vraiment confirmé nos présupposées que
aux alentours de l'année 2000, donc il y a quelques 20 années ou plus ou moins, il y a eu une espèce de changement où ce sujet des justes, ou la façon dont on apportait la vérité au cours par rapport à la Shoah et après la guerre, était devenu une espèce de mode dans la prise de conscience publique et dans nombre de pays européens et également au-delà de l'Europe, notamment au Japon. Et ceci est visible par le biais de différents médias, dans des films, dans des commémorations, lorsque, par exemple, on nommait des rues, des monuments, et même dans le cadre d'expositions dans des musées. Donc, d'un côté, il y a eu donc cette mode, en quelque sorte, des justes, qui était un phénomène pan-européen, dans quelque sorte, mais dans le même temps, il semble que ça se soit révélé dans différents pays de façon différente. Il y a une sorte de dynamique qui donc conduit à cette prise de conscience publique, mais dans chaque pays, il y a eu donc ça a été approprié, thématisé de façon différente selon les pays. Donc il y a une question sur cet ouvrage, donc de voir comment ce sujet a émergé plus ou moins dans le même temps et comment ça s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'émergence de ce thème-là? Nathalie, comme l'a dit Natalia, donc il faut voir comment donc le récit autour des Juifs a été fait après donc la guerre et comment ces initiatives communes ont dérivé des idées de Yad Vashem. Dans le musée, donc, on fait référence donc aux justes parmi les nations, et il semblerait d'une certaine façon que cette catégorie, qui a été donc soulignée par Yad Vashem, en fait, a été quelque part piratée par d'autres partis, puisque ça s'est avéré en fait extrêmement couronné de succès lorsque d'autres acteurs l'utilisaient. Donc il y a eu des changements qui se sont opérés. Donc l'ouvrage vise à donc appréhender ce phénomène, et il y a eu donc des hypothèses quant à cet ouvrage qui ont était derrière l'idée de cet ouvrage. Donc, comment traiter le caractère de la mémoire, notamment la mémoire de ces auteurs qui ont écrit sur le sauvetage des Juifs, donc va peut-être nous aider à voir comment cette mémoire s'est développée, même par rapport aux années juste après la guerre. Les articles les plus anciens donc portent sur ces processus-là. La deuxième partie, comme cela a déjà été mentionné par Natalia, se centre sur les acteurs. Il s'agit des processus également et des acteurs derrière ces processus. Les lieux de mémoire, les survivants ou les sauveteurs qui ont agi pour que cette expérience soit préservée, conservée. Il s'agit également des politiques, des ONG, les acteurs derrière ce processus. Voilà la deuxième partie. Et enfin, nous sommes demandés comment, dans le même temps, ce sujet a émergé dans différents pays. Nous avons pensé, OK, donc s'il n'y avait pas une dynamique transnationale, et on a demandé aux auteurs d'y réfléchir. Est-ce qu'il y avait une relation
entre leurs différents pays. Ils ont écrit donc sur leurs différents pays, donc aux différents niveaux nationaux. Et donc, pour résumer ces différents articles, donc discutent les uns avec les autres en quelque sorte et parlent également des relations entre les différents niveaux de mémoire, ce qui se passe au niveau local avec la mémoire du sauvetage, qui se passe au niveau national et ce qui se passe donc au niveau transnational et comment ces différents niveaux ont interagi les uns avec les autres. C'est également visible dans la composition du volume, puisque nous avons 10 articles qui sont regroupés en 3 chapitres. Et le premier chapitre porte sur la mémoire transnationale, avec donc un point d'interrogation. Est-ce qu'il existe une mémoire transnationale ou est-ce qu'il existe uniquement des mémoires nationales? Est-ce qu'il y a une relation entre la mémoire nationale et la mémoire locale? Et la troisième partie porte sur la mémoire individuelle par rapport donc au souvenir public ou l'effort du souvenir public. Et donc, c'est aussi l'inverse, comment la mémoire publique influence la mémoire individuelle. Et je vais donc terminer ici. Maintenant, vous savez pourquoi on l'a fait et comment on l'a fait. Et les 2 présentations suivantes vont être des exemples de la façon dont les auteurs ont traité de la tâche que l'on leur a donnée. Et on va commencer avec Sarah, qui va vous donner l'exemple de la France. Et ensuite, on passera à Anna Bickman. Bonjour à tous et à toutes. Je vais parler en français. Merci au directeur du livre de m'avoir invité à participer à ce projet collectif. Donc, moi, j'ai traité du cas de la France. En fait, c'est un peu particulier parce que c'est mon sujet de recherche il y a très longtemps, puisque j'ai fait ma thèse il y a bien un grand nombre d'années maintenant, soutenue en 2006, précisément sur cette question, qui est celle de comment la mémoire des justes s'est formée en France, d'un point de vue sociologique. Donc, j'ai plusieurs casquettes dans ma vie, mais là, c'est en tant que sociologue que j'ai travaillé sur ce sujet. Et j'ai publié un livre spécifique sur cette question. Et donc, ce qui m'a intéressée dans la proposition qui m'a été faite, c'était, pas de refaire ce que j'avais déjà fait, mais de prolonger un peu le travail depuis la date de la fin de cette thèse. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vais présenter un petit peu l'essentiel du contenu du chapitre. Donc, l'idée, ça a été de partir d'une contradiction qui ne m'a pas à moi sauté aux yeux en premier, puisque c'est en fait celles et ceux qui ont développé la reconnaissance des justes en France sont partis de ce constat, au milieu des années 80, que la France était un pays où, en proportion, un grand nombre de Juifs ont survécu. Et pourtant, encore au milieu des années 80, quand ils ont commencé à se mobiliser, je vais revenir sur qui étaient ces gens, très peu de Français étaient reconnus du titre de juste par Yad Vashem. Il y a plusieurs raisons à ça, je pourrais y revenir dans la discussion, mais ce qui était important, c'est de voir qu'au milieu des années 80, il y avait par exemple beaucoup plus de justes reconnus en Hollande qu'en France. Et c'est ce constat-là qui a conduit un certain nombre d'anciens résistants juifs, donc qui se définissent comme des résistants juifs au sens de la résistance juive. C'est donc des résistants non armés, des gens qui se sont mobilisés pour le sauvetage des enfants, pour le sauvetage de leurs coreligionnaires, qui sont principalement, pas que, mais principalement des anciens des éclaireurs israélites, notamment Jacques Pulver et Denis Sikorski, qui, devant ce manque de reconnaissance des Français à Yad Vashem, ont décidé de transformer complètement l'action en faveur de la reconnaissance des justes en France.
Pourquoi ils se sont mobilisés? D'abord parce que eux, dans leur action pendant la guerre, ils savaient très concrètement qu'ils avaient travaillé avec des non-juifs, donc ils voyaient quand même qu'il y avait un problème au niveau du récit qui était produit. Et deuxièmement, c'est deux personnes, ils n'étaient pas que deux, hein, ils étaient bien plus nombreux, mais c'est eux qui ont mené un peu les opérations, deux personnes qui vivaient entre la France et Israël, vraiment à mi-temps, qui n'arrêtaient pas de faire des allers-retours. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, le transnational dans ce sujet-là, il commence quand même d'abord dans un rapport entre les pays de la diaspora et l'État d'Israël. Et ça, on ne peut pas le comprendre. On comprend rien à cette histoire si on ne comprend pas ça. C'est même pour ça que le titre de Juste a été créé en 63. En fait, il a été créé bien avant 63, mais il a été mis en œuvre en 63, au moment du procès Eichmann, parce que le procès Eichmann a rendu problématique, en fait, le rapport des populations non... Enfin, l'idée, c'était de montrer qu'il y avait aussi des personnes qui avaient pu aider des Juifs dans les pays de diaspora. C'était un enjeu à la fois pour les Juifs de diaspora, mais aussi un enjeu de politique étrangère pour l'État d'Israël. Voilà, et donc ça, c'est le point de départ en fait de l'histoire que j'ai racontée dans le chapitre, cette mobilisation des anciens de la résistance juive. Et ce qui est intéressant, c'est que leur position au croisement de la France et d'Israël fait qu'ils vont avoir un double objectif, améliorer l'image de la France en Israël et améliorer l'image d'Israël en France à travers la mise en avant de ces individus. Et en fait, c'est en travaillant qu'ils vont peu à peu socialiser la société française, et notamment les responsables politiques de la société française, à la potentialité un peu symbolique du titre de Juste pour des usages qui ne sont pas forcément ceux qu'eux voulaient, qui ne sont pas forcément l'interprétation qu'eux donnaient de ces sauvetages, mais qui va ouvrir de multiples interprétations. Et bon, ça aussi, je le montre très en détail. C'est notamment, ils vont organiser, avant qu'ils arrivent, il n'y avait pas de cérémonie. Les cérémonies étaient que organisées soit au consulat, dans des consulats, soit dans des synagogues, des centres communautaires, mais très peu, de toute façon, très peu en France. La plupart des cérémonies de remise de médailles étaient organisées en Israël. Et eux, ils vont décider d'organiser systématiquement les cérémonies dans des lieux qu'ils appelaient, c'est leur vocabulaire, républicains, donc des mairies notamment. Et à travers ce travail, ils vont complètement accoutumer en fait la société française à ce titre. Ils vont le faire notamment à Paris. Jacques Chirac était maire de Paris. Et c'est en fait à partir de tout ce processus symbolique que les Justes sont apparus dans la déclaration de 95 de Jacques Chirac, et qu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer que personne ne savait ce qu'était un Juste parmi les nations en France, puisque les Justes de France, ça je reviendrai plus tard dans les questions sur ce changement, sont aujourd'hui rentrés collectivement au Panthéon, qui sont plus de 3000 à avoir été reconnus en France, donc après la Pologne, c'est le plus large effectif de Justes reconnus, et qu'il a été créé, et c'est sur ça que porte la deuxième partie du texte, un réseau des villes et villages de Justes de France, qui comporte aujourd'hui 143 communes, et qui, en fait, diffuse localement cette catégorie qui regroupe des villages et des villes qui ont décidé d'inaugurer un lieu de mémoire, une plaque, une place, une allée des Justes, en hommage aux Justes. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là pour laisser Anna parler, et je reviendrai sur le type de récit du passé que produit ces usages. Thank you very much for this first look Merci into the beaucoup book. pour ce We will premier be happy aperçu to du return livre, to this, et on sera to the ravis story de of the French revenir righteous, à l'histoire des Justes listened to français Anna Vikont, après who is going to avoir talk about écouté Irena Anna, Sendlerova, qui va a nous very parler famous de Irena Polish Sendlerova, rescuer, qui est and her une story sauveteuse and her très agency and connue, the constant et qui reformulations a of créé her son life agence. experience. Et on va parler de son expérience dans les années d'après-guerre. Anna. Pour l'invitation. Alors, justement, mon personnage par lequel je raconte ce qui nous intéresse, c'est Irena Sendler. Donc, je vais commencer par parler sur elle. Il y avait 4 filles de Uniontown
une petite ville de Kansas, qui ont écrit, dans le cadre d'un travail scolaire, une pièce de 10 minutes, très émouvante, sur Irena Sendler, une héroïne polonaise. Cette pièce s'intitulait « Holocaust Life in a Jar », l'Holocauste, la vie dans un bocal. La nouvelle a filtré jusqu'en Pologne. C'est ainsi qu'Irena Sendler, qui a reçu la médaille des Justes parmi les nations en 1965, a été découverte par un public plus large au début du XXIe siècle. En 2001, en Pologne, il y avait un énorme débat national sur les relations juives polonaises, provoqué par le livre de Jan Tomasz Gross, Neighbors, les voisins, sur le pogrom au cours duquel, comme l'a écrit Gross, 1600 juifs ont été tués par leurs voisins. Et ce débat était en cours en Pologne quand des journalistes ont écrit sur la pièce américaine où Sendler faisait sortir 2500 enfants du ghetto. Elle avait écrit leur nom, à la fois leur vrai nom et ceux qu'ils utilisaient pour se cacher, et enterré la liste dans une jarre. Ce chiffre de 2500 enfants juifs sauvés masquait le chiffre terrible de 1600 hommes, femmes et enfants brûlés vifs à Jedwabne. En fait, le nombre de juifs tués ce jour-là était moins élevé et devient un antidote collectif à l'histoire décrite par Gross. C'est ainsi qu'une dame de 90 ans, largement oubliée et vivant toujours à Varsovie, est soudain devenue célèbre. Depuis lors, l'histoire d'Irena Sendler a été racontée dans des romans, des biographies, des livres pour enfants, des bandes dessinées, des documentaires, des longs métrages, et de nombreuses écoles, rues et places en Pologne portent son nom. Dès les premiers jours de la guerre, Irena Sendler a travaillé au service d'aide sociale de la mairie, aidant les juifs, adultes et enfants, amis et amis de ses amis. En 1943, elle est devenue chef du département des enfants du Conseil d'aide aux Juifs Żegota, une organisation juive polonaise créée par le gouvernement polonais en exil. Et juifs et polonaises. Żegota a été créée tardivement, alors que la plupart des juifs polonais avaient déjà été assassinés. Sendler était chargée de la logistique de l'aide. Elle transférait l'argent à un réseau d'agents de liaison, organisait le logement et l'assistante médicale d'urgence et transportait les enfants d'un endroit à l'autre lorsque la situation devenait dangereuse pour eux. Sous la direction de Irena Sendler, comme je l'ai trouvé après beaucoup de recherches, une centaine d'enfants ont d'abord bénéficié d'une aide financière, puis à la fin, plus de 300 étaient sur ces listes. 2500 enfants, c'était tout simplement impossible. On estime que sur près d'1 million d'enfants juifs qui vivaient en Pologne en 1939, seuls 5000 ont survécu dans les territoires polonais occupés par l'Allemagne nazie. La moitié d'entre eux auraient été sauvés par une seule femme. « Je suis un alibi national », disait Sendler à ses amis. Pendant la guerre, il était plus facile de demander à quelqu'un d'entreposer un char d'assaut sous le tapis de son salon que de donner refuge à un petit enfant juif. Mais publiquement, elle n'a corrigé aucun des mythes qui se sont développés autour d'elle. Au contraire, elle les a renforcés. On a utilisé Sendler pour des fins politiques et ce n'était pas la première fois en Pologne que les Justes étaient utilisés à ces fins. Dans les années 1967-68, lorsque les autorités communistes ont lancé une campagne antisémite qui a contraint plusieurs milliers de Juifs polonais à émigrer, l'affirmation selon
laquelle les Polonais avaient aidé massivement les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, faisait partie intégrale du récit officiel. Les justes devaient servir de preuve au prétendu manque de gratitude et à la perfidie des Juifs qui étaient censés calomnier les Polonais au lieu de leur témoigner leur reconnaissance. Dans ce temps, la presse polonaise publiait des listes établies par le service de sécurité de Polonais qui auraient aidé des Juifs. Et la presse citait les chiffres de 100 000 Polonais assassinés par les Allemands pour avoir aidé des Juifs. Et ce chiffre de 100 000, qui a été créé par les autorités communistes, a été après repris par la droite polonaise, et on en parlait beaucoup de ce chiffre de 100 000. Selon des estimations récentes, le nombre réel est bien inférieur. 346 Polonais sont tués pour avoir participé à des activités d'aide. Aujourd'hui, en Pologne, l'histoire des justes, promue par les autorités de l'État et diffusée dans les manuels scolaires, est devenue le récit standard des relations polonais-juives pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est par exemple presque vraiment la seule chose que l'on peut apprendre par la télévision ou la radio à l'occasion de la journée internationale de la commémoration du Holocauste. Comme l'a formulé l'historien Jan Grabowski, je cite, « L'Holocauste devient un théâtre qui offre une scène sur laquelle des gentils vertueux peuvent accomplir des actes nobles pour aider une foule largement indéfinie et obscure de juifs anonymes. » Sur le territoire de l'ancien ghetto de Varsovie, maintenant ce sont les terrains entourant le musée Pauline de l'histoire des Juifs polonais, on peut s'asseoir sur un banc de Jan Karski et se promener le long de l'avenue de Irena Sendler. Toutes ces commémorations effacent l'expérience de la solitude qui ont péri dans le Holocauste. Merci bien. Thank you very much. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir, c'est précisément le type de dynamique qu'on espérait avoir et on est heureux de l'avoir dans un livre aussi intéressant, d'avoir ces études de cas qui sont aussi contradictoires et qui nous en disent autant sur la politique de la mémoire de l'Holocauste dans chacun des pays qu'on étudie. Maintenant, je vais poser certaines questions à vous tous et je vais commencer par une question à Sarah peut-être. Dans votre chapitre dans le livre, vous dites que le début des Justes en France a été 1995 et le discours de M. Chirac pour l'anniversaire du Veldiv et du raid du Veldiv. Et vous dites que ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est toujours très présent partout et vous avez un réseau de villages, etc. Donc votre point central a été dans l'article de dire que le rôle de l'État dans les commémorations françaises des Justes ne doivent plus être ignorés et vous mentionnez les infrastructures, les organisations et le cadre juridique. Mais est-ce que cela suffit d'avoir des infrastructures ou est-ce que c'est le contenu qui vraiment a de l'importance? C'est ce que je disais que j'allais revenir sur ce point dans la suite de nos échanges. Donc, dans le chapitre, c'est vrai que je montre à quel point le fait, donc pour ceux qui n'ont pas le texte en tête, il y a une grosse différence il y a beaucoup de différences bien sûr, mais entre la France et la Pologne, c'est qu'ici, en France, ça a commencé par la reconnaissance d'une responsabilité. Et que c'est, en fait, pour contrebalancer cette reconnaissance de la responsabilité, que ça s'est
que ça s'est vraiment déployé au niveau des politiques publiques. Comment ça s'est passé? Bon, dans la déclaration de la responsabilité de la France dans les déportations de juillet 1995, il y a une reconnaissance pleine et complète, mais elle remplace une forme de dichotomie. Avant, il y avait une opposition entre la collaboration de Vichy et la résistance, et là, dans cette nouvelle narration, il y a la participation à la déportation qui est opposée à la vraie France, celle qui est représentée par les justes parmi les nations. À ce moment-là, il est complètement question de justes parmi les nations, et c'est le seul terme qui va être utilisé pendant un certain nombre d'années. Et alors, dans les autres pays, je ne sais pas, mais en France, c'est un pays très étatique. Et la légitimité de l'État fait que ça va ouvrir en fait un certain nombre de possibilités et plein d'acteurs différents. Donc, bien sûr, le Comité français pour Yad Vashem qui existait déjà avant, qui au départ ne s'occupait pas du tout d'ailleurs des justes parmi les nations, mais ça je pourrais y revenir dans la discussion, va être légitimé par cette reconnaissance et va développer des nouveaux programmes. Mais il y a d'autres acteurs, par exemple le consistoire, qui va créer son propre mémorial à Thonon et qui va créer un titre élargi, différent de celui de Justes parmi les nations, qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le titre de gardien de la vie. Peut-être on pourra y revenir quand on reviendra sur la définition des justes. Et donc voilà, et aussi bien sûr d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs de la communauté juive. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est pour ça que je voulais insister sur les infrastructures et pas seulement sur la narration, sur le récit qui est proposé, c'est que ces acteurs-là, ils ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres. Pourtant, ils participent du développement d'une forme de reconnaissance des justes parmi les nations en France. Or, selon qui ils sont, ils vont plus insister sur les justes sont des individus qui ne représentent qu'eux-mêmes et dont on ne doit pas conclure une attitude plus large de la population française dans son ensemble, et d'autres qui vont dire en quelque sorte l'inverse, jusqu'à, ça c'est un petit peu le cœur de la plaque que vous avez peut-être vue au Panthéon, qui reconnaît les justes de France et plus les justes parmi les nations. Pourquoi la différence principale, c'est que les justes parmi les nations, on peut les nommer. C'est des gens concrets qui ont été reconnus par Yad Vashem, qui sont leur reconnaissance est issue d'un processus nominatif précis. Les justes de France, c'est une catégorie vague, qui a tout à fait le mérite d'exister, c'est pas ça, mais qui ne repose pas sur des nominations individuelles. Et d'ailleurs, dans la plaque, c'est bien dit, ce sont des reconnus ou anonymes de toutes les catégories sociales, de toutes les religions. Donc c'est une allitération d'appartenance qui petit à petit dessine un portrait global de la population française. Et entre ces deux pôles, en fait, qui sont les justes parmi les nations d'une part et les justes de France de l'autre, tous les acteurs qui participent à cette reconnaissance, ils ont un point de vue particulier sur cette ligne comme un continuum. Et est-ce qu'on met l'accent sur les individus ou sur la signification collective? Donc c'est en cela que les infrastructures peuvent permettre des narrations et des contenus divers, parce qu'elles offrent un cadre dont des acteurs qui ont des rapports au passé, des interprétations du passé différentes, vont se saisir. Moi, encore une fois, je fais de la sociologie, mon point de vue n'est pas de dire qu'il y a une bonne narration ou une autre narration, c'est d'expliquer et de décortiquer la manière dont tout ça se met en place. Peut-être qu'on reviendra sur l'utilité ou pas du terme de juste par ailleurs pour l'historiographie de la survie, mais je laisse le floor à mes camarades. Thank you very much. And Merci I think again beaucoup. to play Et de ping-pong nouveau, between pour the French jouer and au the Polish ping-pong entre les Français et les Polonais, en fait, your contribution about votre contribution Irena Sendler sur Irena Sendler se concentre sur une personne de Pologne ou de l'Europe de l'Est qui est devenue célèbre au-delà des frontières de l'Europe, qui est devenu vraiment un nom très très connu, même en Europe occidentale.
On sait que l'Europe occidentale n'est pas toujours très intéressée par l'Europe de l'Est. Et dans votre contribution et dans le livre que vous avez écrit sur Irena Sandler, vous déconstruisez beaucoup des légendes qui sont devenues si célèbres. Vous venez de mentionner les 2500 enfants et je peux comprendre et nous comprenons tous pourquoi certains mythes sont créés, pourquoi certains aspects prennent de l'importance avec du temps. Certains disparaissent, certains sont ignorés, mais ce que je voulais vous demander depuis que j'ai lu cet article, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que Irena Sandlerova, est-ce qu'elle était consciente de ce qui se passait et en même temps, elle l'a laissé faire. Donc, est-ce que vous avez une théorie qui explique pourquoi son agence agit de la sorte dans le processus? Oui, c'est pour ça que j'ai aimé beaucoup d'écrire un livre et cet article sur Irena Sandler, parce qu'elle est une personne très compliquée. Enfin, elle sait, mais en même temps, elle croit à ce qu'elle raconte. Je crois que, premièrement, elle aimait être aimée, comme nous tous, peut-être un peu plus. Et qu'elle voulait être reconnue pour ce qu'elle avait accompli. Et c'était vraiment les Justes en Pologne après la guerre. Il avait peur de dire qu'ils ont aidé les Juifs. C'était partout, dans les villes, dans les grandes villes, dans les petites villes, dans les villages. Et elle avait grande envie de le raconter. Mais elle ne pouvait pas, elle avait peur. Elle avait vraiment peur, surtout qu'elle avait un mari juif. Ils n'avaient jamais dit aux enfants qu'il est juif et qu'elle l'avait sauvé. Enfin, elle avait vraiment peur. Et tout à coup, elle a vu que les gens peuvent l'aimer, l'adorer. Enfin, elle aimait ça. Elle était une très vieille dame quand ça se passait. Et elle était tellement connue que le matin à 10h, il y avait les soldats de l'armée israélienne qui venaient la visiter. À 12h, un ambassadeur de Venezuela. À 14h, une école. Elle était complètement heureuse avec ça. Et j'ai pensé, comment ça se passe, ce moment où on commence à raconter une histoire qui n'est pas vraie. Et je me suis imaginé comment ça a pu se passer par une histoire qui s'est passée en 1993, il y avait eu la première conférence de Justes en Pologne. Et il y avait déjà des Justes qui étaient connus en Pologne, comme Władysław Bartoszewski, mais Sandler n'était pas connue. Elle n'était pas invitée à la table présidentielle. Elle était très malheureuse par ça. Et elle est venue, comme on peut parler de ses sièges, elle est venue pour raconter une histoire. Et l'histoire était telle qu'il y avait une femme qu'elle connaît, moi aussi je la connaissais très bien, qui était une fille de 9 ans pendant la guerre. Et les Polonais qui l'avaient pris pensaient que c'est une fille catholique, mais enfin il s'est avéré qu'elle est juive. Elle est allée voir le prêtre et lui a demandé, est-ce un terrible péché d'aider les Juifs? Et c'est ce que Sandler raconte. La femme dit, mes voisins disent que j'irai en enfer à cause de cela. Le prêtre lui répondit, au contraire, vous irez directement au paradis. Quelques jours plus tard, la femme retourna voir le prêtre. Je vous suis reconnaissante de m'avoir répondu comme vous l'avez fait. J'ai répété ma parole à mes voisins. Maintenant, tout un groupe d'enfants juifs est pris en charge par la paroisse car tout le monde veut avoir une bonne place dans le paradis. Bien sûr, cette histoire n'a rien à voir avec la réalité. La vraie histoire est que la femme est allée chez le prêtre. Le prêtre a dit oui, avoir une âme chrétienne, la fille doit être baptisée et vous, femmes, irez au paradis pour avoir sauvé l'âme de la fillette par le Christ. Mais après, quand la famille a rendu à son père cet enfant, le prêtre lui a dit qu'il ne lui donnera jamais l'absolution parce que l'âme de la petite fille n'est pas restée dans le monde chrétien. Et je pense que peut-être au commencement, Sandlerova, quand elle a commencé de parler, peut-être elle voulait raconter l'histoire qui était vraie,
Mais après, elle a vu dans les yeux des gens qu'ils veulent écouter une histoire, enfin, une histoire sentimentale qui n'est pas vraie, mais qui est très belle, enfin. Et qu'elle l'a racontée, et bingo, c'est elle, malgré qu'elle n'était pas à cette table présidentielle, c'est elle qui était citée dans la presse polonaise, cette histoire. Thank you very much. Merci beaucoup. Bien sûr, c'est une histoire très intéressante et vous la racontez très bien. Maintenant, une chose qui est devenue claire dans vos deux réponses, c'est qu'il y a des motivations cachées derrière ces livres, et ça, c'est les chiffres. Donc, pour Sandler, il y a 2500 enfants, il y a 122 équipes, de villages en France qui ont opéré dans ce réseau, et la réalisation terrible qu'aux Pays-Bas, il y a plus de justes qu'en France. Et donc, ça ne peut pas aller, il faut faire quelque chose. Donc, maintenant, il y a des revendications de différents pays en Europe afin qu'ils aient le nombre absolu le plus important de justes parmi les justes, parmi les nations, rapporté au nombre d'habitants dans le pays. Donc, il y a une concurrence, une compétition en quelque sorte pour avoir le nombre de justes le plus important. Donc, si on regarde donc les cas français et polonais et leurs différences, il y a cet élément de chiffres et de compétition. Et peut-être qu'on peut voir est-ce qu'il y a une façon d'empêcher ce dilemme d'individus qui sont vus comme représentants de nations entières avec un caractère spécifique, une personnalité spécifique qui se rapporte à une nation entière avec quelques centaines de personnes qui représentent peut-être 40 millions d'habitants. Est-ce qu'il y a une façon pour empêcher cela? Natalia? Je vais essayer. J'y ai pensé, en fait, j'ai réfléchi là-dessus. Sarah, vous avez présenté votre cas, votre dossier. Et probablement, non, il n'y a pas de moyen. Je pense que c'est inévitable. Et ceci aussi parce que c'est une chose une histoire de classe en fait. Ces chiffres vous donnent le sentiment que vous exprimez une histoire qui est concrète, qui est tangible, et c'est une histoire qui vous fait vous sentir mieux. Et lorsque vous avez commencé à exprimer cette question, je pensais que vous alliez poser une question sur un autre aspect caché qui est assez évident, à savoir donc la face cachée du sauvetage, à savoir la collaboration. Et dans différents pays, de façon collective, il y a une dynamique aussi. Et c'est ce qu'on voit dans le chapitre du livre. Il y a aussi une dynamique donc chuchotée en quelque sorte, ou dont on ne parle pas ouvertement, où l'on cultive donc cette mémoire du sauvetage pour ne pas donc s'adresser, pour ne pas s'occuper de cet aspect de la collaboration. Vous avez mentionné donc une citation de Slandonova qui était donc une espèce d'alibi national. Donc elle était la bonne polonaise. Et je pense notamment au chapitre d'Iliana Hendok qui n'est pas avec nous. L'Ukraine est un des chapitres les plus dramatiques de cette histoire parce que du fait de l'histoire de la collaboration dans ce pays et également du fait de la politisation actuelle de ce qui s'est passé, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, ce qui sert aux discussions politiques contemporaines sur l'Ukraine et sur le futur de l'Ukraine. Donc c'était intéressant de voir
Comment pour Handosh, elle traite également les cas très intéressants de Adraszewski, qui était à la tête donc de l'Église ukrainienne, qui a une histoire d'intervention personnelle et d'implication personnelle dans le sauvetage d'un certain nombre d'enfants juifs, y compris les enfants du rabbin progressif Wilfried Lambert, mais une histoire aussi problématique de quelqu'un qui avait été impliqué dans la revendication nationale ukrainienne d'avoir un État indépendant, probablement donc assisté, aidé par Wolf Langer, qui a eu un rôle dans le rafle du Veldiv. Donc, il s'agit d'un débat ouvert, mais ce n'est pas vraiment explicite par rapport à la question de la collaboration. Et cela montre comment c'est encore un sujet contemporain et donc qui peut aussi conduire à des recherches sociologiques, non seulement en termes de chiffres, mais aussi comment il s'agit de voir comment la complexité de ces sauveteurs individuels peut être abordée. Donc, dans ce chapitre ukrainien, il y a une tension qui n'est pas encore résolue pour voir comment donc cette personne peut être reconnue par Yad Vashem. Je me rappelle de ce chapitre qu'il y avait des tentatives d'application au statut de juge qui avaient été soutenues par ces survivants, enfants survivants, et qui avaient été refusés parce que Chapsevski est associé avec des espoirs politiques pour l'implication allemande dans l'État ukrainien. Je pense que Jendousz, en tant qu'auteur, vraiment souligne la pertinence de son cas, la mémoire de l'histoire, mais également souligne son statut donc de juste par rapport à Yad Vashem. Donc c'est aussi cette histoire-là. Oui, moi j'ai une idée qu'est-ce qu'on devrait faire avec les chiffres. Parce que je trouve que le problème, c'est qu'on a les chiffres de Yad Vashem. Et que Yad Vashem, je le comprends. Yad Vashem trouve que les Juifs, généralement, vivaient en diaspora entre ennemis. Et si quelqu'un les a aidés, il faut en parler et en parler beaucoup. Et c'est très bien ce que fait le Yad Vashem. Mais la vérité sur l'aide aux Juifs qui s'étaient enfuis des ghettos, c'était que différentes nationalités les aidaient. Premièrement, les Juifs étaient aidés par les Juifs. C'est maintenant Barbara Engelking écrit un livre sur Varsovie où elle le montre très très clairement. Et d'ailleurs, quand on y pense, c'est naturel. On commence à demander à l'aide aux gens qui nous sont proches. Et il y a plein d'histoires de Juifs qui ont eux-mêmes un enfant, une petite fille de 5 ans et prennent encore 5 autres enfants, des Juifs qui organisent la vie des autres Juifs, c'est-à-dire principalement à Varsovie, comme dit Barbara Engelking, premièrement c'était les Juifs qui aidaient les Juifs. Et le problème des chiffres, c'est parce que nous racontons une histoire nationalistique. Mais si on faisait une liste, donc chaque pays européen, où on aurait les justes, et ces justes, ce seraient des Juifs, des Polonais, des Allemands, des Ukrainiens, des Biélorussiens. Ce ne serait pas une histoire nationaliste alors, mais ce serait une histoire vraie. Et je trouve qu'on devrait faire une liste pareille dans chaque pays. Oui, mais ça, c'est de l'histoire. C'est de la recherche. Enfin, c'est un travail d'historien, mais c'est pas du tout. En tant que, si j'arrête d'être une chercheuse et que je suis une personne, je souscris à ça, mais c'est très contraire à l'idée même du titre de Juste parmi les nations. On va peut-être reparler après des critères de Yad Vashem, mais pour la question des chiffres, ça va avec aussi... Je pense qu'il y a un aspect qui explique aussi pourquoi il y a cette dynamique transnationale. C'est les circulations, bien sûr, mais c'est aussi qu'on est à un moment où on parle beaucoup des individus. C'est comme toute cette histoire, toutes ces histoires de statut. On incarne beaucoup des valeurs à travers des individus.
Et c'est aussi pour ça que les justes deviennent une figure qui fait sens dans la société d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit de mettre en avant un certain nombre de valeurs à travers des incarnations individuelles. Une autre façon de faire, c'est aussi de mettre en avant, comme le disait Natalia, que des justes problématiques, que des justes qui sont moins unilatérales que, par exemple, Irena Sandler, même si elle raconte son histoire à sa façon, elle a quand même... voilà. Par exemple, on peut peut-être, je sais pas, je connais pas parfaitement le contexte polonais, mais par exemple, c'est assez différent de quelqu'un comme Sofia Koszak, où là, il y a un rapport beaucoup moins net à la question. Et c'est ça, en fait, pourquoi les individus peuvent marcher pour des collectifs, c'est qu'on présuppose un certain nombre de motivations derrière l'action des justes, qu'ils sont motivés par des sentiments, par exemple par un philosémitisme, mais bon... tous les dossiers montrent que énormément de justes étaient antisémites. Ça va de l'antisémitisme, je dirais, premier niveau, un peu de base, sur un certain nombre de représentations, sur l'argent, sur ces choses-là, à un antisémitisme parfois virulent. Et c'est, en fait, à travers cette articulation entre l'individu et le chiffre, c'est ça qu'on pose comme question. C'est qu'est-ce que veut dire le comportement individuel? Est-ce qu'il veut dire une certaine bienveillance à l'égard des Juifs, ou on sauve cet enfant parce que c'est le camarade de classe de notre enfant, et qu'en fait, qu'il soit juif ou pas, finalement, c'est pas vraiment ce qui compte. Et ça, c'est sûr que... c'est aussi assez différent, en tout cas dans le contexte français, où le risque était bien moindre du contexte polonais, puisque en fait personne n'a été arrêté ou déporté ou tué en France pour avoir aidé un juif. Il y a des gens qui ont aidé des juifs à qui il est arrivé ça, mais c'est parce qu'ils avaient fait d'autres actions, comme un engagement de la résistance armée, etc. Et donc c'est cette question, en fait, l'individu et le collectif, ça pose la question de... pourquoi il y a eu cette action et quelle est la motivation qu'on peut trouver derrière, si le terme de motivation est sociologiquement pertinent. Ça, on pourra en discuter plus tard. Maybe just to ask... Okay, just to... Sorry. Okay. So, just to add one thing, because maybe... Je voudrais ajouter quelque chose. Peut-être il faut ajouter... avant que l'on cherche des solutions, parce que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment évident pour tout le monde. Et c'est montré dans l'un de ces articles de cet ouvrage sur les Pays-Bas que ces chiffres des justes honorés par Yad Vashem en fait, ne reflète absolument pas la réalité historique, et que les chiffres polonais ou néerlandais des justes soient plus importants que les justes en Slovénie, par exemple. Ça ne signifie pas que certaines nations ont aidé plus que d'autres. En fait, il s'agit d'une histoire de l'après-guerre et de savoir qui était actif dans ce processus de nomination. Et donc, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. Il n'y avait pas de façon d'honorer les justes pendant très longtemps dans ce pays. Donc, ça nous dit aussi beaucoup sur l'histoire de la mémoire et de l'histoire pendant la période d'après-guerre en termes politiques. Le fait de jouer avec ces chiffres, et il faut s'en souvenir. Oui, bien sûr. Je me suis toujours demandé, et c'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question, pourquoi c'est aussi douloureusement évident. Ok, nous avons 6 000 justes en Pologne. C'est tellement un petit chiffre en réalité. N'est-ce pas? Et c'est la même chose partout, étant donné le nombre de personnes qui ont péri. Donc on parle ici d'un très petit groupe de personnes.
Cependant, Anna et Natalia ont souligné deux aspects très importants. L'un d'entre eux étant le fait du rôle d'agent des Juifs dans la fourniture d'aide. Et ce qui s'est passé également après, en fait, le processus politique qui est à l'œuvre dans ce processus de commémoration. Donc, ce que je voudrais dire, en fait, peut-être pour ce dernier cycle de débat dans cette table ronde, et vous êtes les bienvenus à rejoindre cette discussion, à Sofia et Natalia en tant que coéditeurs de cet ouvrage. En fait, on doit cette initiative, cet ouvrage à vous, Sofia, et votre point de départ a toujours été, votre intérêt a toujours été sur la thèse de l'émergence d'un caractère universel de la mémoire de l'Holocauste. Et lorsqu'on se penche sur les différentes études de cas dans notre ouvrage, est-ce que ce terme de sauvetage, cette mode en quelque sorte, est-ce que ça fait partie de l'universalisation ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est une réaction contre la mémoire universelle de l'Holocauste ou bien est-ce que c'est un petit peu des deux? Eh bien, c'est les deux, en fait, en quelque sorte. Ce terme, cette mémoire cosmopolite qui a été soulignée au début des années 2000 par M. Schneider et un sociologue israélien, Daniel Levy, ils ont déclaré, où ils ont en fait revendiqué, je pense que c'est un vœu pieux en quelque sorte, bien qu'ils aient saisi certaines dynamiques, qu'aujourd'hui, maintenant, on se dirige vers une mémoire universelle de la plupart de l'Holocauste et qu'il y aura certainement un narratif commun sur l'Holocauste, au moins en Europe ou aux États-Unis, et que ce narratif sera autoréflexif en quelque sorte. Ce sera différentes personnes dans différentes communautés. Et les nations seront autocritiques par rapport à leur propre histoire. Ils ont également revendiqué qu'il s'agit d'une mémoire qui est vraiment orientée vers l'avenir. Il ne s'agit pas de se rappeler de l'histoire juste pour se rappeler de l'histoire, mais pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Une espèce de réservoir de modèles pour nos contemporains. Et dans un certain sens, les gens ont du mal aujourd'hui avec cette théorie d'une mémoire cosmopolite, de cette mémoire des justes, parce que dans nombre de cas, les justes sont utilisés, au moins dans nombre de musées, par exemple. OK, on parle des justes parce qu'on veut mettre en avant des modèles, des exemples pour l'avenir, des exemples du courage civil, de solidarité, de tolérance. Des héros, mais pas de façon militariste, mais plutôt de résistance et d'engagement civique. Et donc, ça aide à la compréhension de cette théorie de l'universalisation. Et je pense, et je ne suis pas la seule, Daniel Levy, Madame Schneider étaient peut-être optimistes. Et je pense que ça fonctionne aussi à l'inverse, à savoir cette mémoire, notamment pour les aidants, les gens qui ont aidé à sauver des Juifs, est également utilisée comme un outil pour des objectifs antagonistes et nationalistes, pour des politiques nationalistes et antagonistes. Donc,
Voilà. Telle est ma réponse. Natalia, vous nous avez appelés des historiens normaux, en quelque sorte, alors que Sophia était un historien de la mémoire. Donc, d'un historien normal à un autre, lorsqu'on se penche sur l'ouvrage et ses 10 études de cas, est-ce qu'il n'y a pas un problème fondamental dans le fait que l'Holocauste a été une série d'événements historiques transnationaux, de processus transnationaux, peut-être juste par définition, et que ça a toujours été évoqué et recherché dans un cadre national. Et c'est peut-être là que se trouve le poison. Et c'est peut-être le phénomène qui est présenté dans cet ouvrage. Nous racontons une histoire sur la façon dont le cadre nationaliste et le narratif nationaliste essaient en fait de prendre le pouvoir sur le cours de l'histoire. C'est une question passionnante et je ne vais pas aller là dans cette direction parce qu'on veut vraiment avoir un débat avec vous également. Donc oui, d'une certaine façon, c'est inévitable. Lorsque vous avez donc des chapitres slovaques, polonais, français, etc., d'une certaine façon, on pourrait avoir facilement un ouvrage qui évite ces cadres nationaux et qui se penche là-dessus avec des lunettes différentes en quelque sorte. Mais je défends le choix qui a été fait parce que, comme vous l'avez dit, cela révèle des processus par rapport à ce qui se passe dans ces contextes nationaux, bien qu'il s'agisse d'un phénomène transnational ou de phénomènes transnationaux, cela montre d'un certain côté comment l'Holocauste a été un projet transnational et que cette mémoire va au-delà des frontières. Peut-être que ça révèle trop, mais je ne sais pas. En fait, l'atelier qui nous a incité à démarrer cet ouvrage, eh bien, la vaste majorité qui participait à cet atelier était polonais. Et donc, il est intéressant, d'un certain côté, de savoir que c'est un sujet qui donc est plus populaire dans certains pays que dans d'autres. Et en Pologne, en Pologne en particulier, il y avait certains historiens qui pouvaient dire lorsque l'Holocauste se produisait déjà, la question du juste ou des mauvaises pommes de la société, ça a toujours été un sujet bouillonnant dans cette société. Ça a à voir aussi par rapport à ce que Sacha disait sur ce potentiel éducatif ou pédagogique. Il est en effet beaucoup plus sympa de parler des bonnes personnes, même si ces bonnes personnes ont des côtés sombres. Et que lorsque l'on va un petit peu plus en profondeur, ils peuvent avoir donc des vues très stéréotypées des Juifs. Ils ont cependant pris des risques énormes à agir un petit peu en dehors d'un cadre ordinaire et à l'extérieur de ce cadre universitaire, académique. En fait, on met l'accent sur les abstentionnistes, sur ceux qui n'ont rien fait et sur le fait que c'est inévitable. Et ce sont des histoires extrêmement puissantes. Et moi, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que vous n'avez pas besoin d'aplatir tout cela. Svenda Dlova et l'ouvrage de Anna Binskant souligne le fait que cette personne a été extrêmement intéressante et que ce n'est pas cette femme pieuse, sainte, telle qu'elle apparaît comme exemple pour la plupart. Merci beaucoup.
à vous tous. Vous êtes maintenant les bienvenus à nous rejoindre dans cette discussion et à poser des questions aux panélistes qui sont à ma droite et à ma gauche. Je pense qu'il y a un micro qui va circuler et je suis sûre que nous serons ravis de vous passer ce micro si vous avez des questions à poser. Peut-être la personne en blanc à la troisième rangée de sièges. Je parle français, Eva Bérard. Non, je dois dire que je suis un peu perplexe en tant que public. Je ne sais pas exactement sur quoi portent les livres. S'agit-il des Writers Among the Nations, de Justes parmi les nations, ce qui est un label, disons, donné par Yad Vashem, et qui a une connotation, si je comprends bien, d'après les très anciennes façons de dire juifs, juste parmi les nations, c'est-à-dire parmi les nations goy. C'était ça la formule, disons, les langues des nations, les pouvoirs parmi les nations. C'est une ancienne formule qui définit les rapports d'Israël, pas d'État Israël, mais du peuple d'Israël, avec le monde non goy. Donc, dans ce cas-là, c'est les justes parmi les nations. C'est un label donné par Yad Vashem qui définit les rapports de l'histoire d'Israël, peuple et l'État, déjà, avec les restes du monde. C'est une chose. Et l'autre chose, ce sont les personnes, les gens, les groupes qui sauvaient les Juifs. Ce sont des personnes, des entités, selon moi, complètement différentes qu'il ne faut pas confondre. Et dans cette distinction qui, je pense, est très importante, nous avons deux formidables exemples, comment les États et les nations du monde se saisissent de l'histoire d'Israël, que ce soit la culpabilité ou que ce soit la fierté. Les États s'en saisissent, soit de façon institutionnelle, et j'ai beaucoup aimé ce socle infrastructure autour duquel on peut réunir les gens, et soit comme en Pologne, où l'exemple cité par Anna me paraît absolument passionnant et pas exploité jusqu'au bout. C'est-à-dire, ce n'est pas une femme qui cherchait satisfaction, enfin, comment on dit, récompense, mais c'est un complexe très archaïque et non résolu. Qui est le juif? Il est bon ou il est mauvais? Il mène à l'enfer ou il mène au paradis? Ce n'est même pas la question de courage. C'est une question très, très archaïque, primordiale. Et donc voilà, ça ouvre des perspectives, ça ne déprécie pas l'un par rapport à l'autre. Mais voilà, mon point principal, c'est de définir de quoi on parle, de qui on parle. Merci. Thank you very much indeed. Would anyone on the panel like to respond? Sarah, would you perhaps like to say a few words on the righteous as defined by Yad Vashem, perhaps? Oui, je vais d'abord dire quelque chose pour dire que là, peut-être on a présenté trop vite, mais la question que vous soulevez, c'est exactement la question de tous les chapitres. Et c'était exactement la question de ma thèse. Bon, ceci dit, il faut comprendre que
Donc, le titre de juste parmi les nations, ça vient effectivement de la tradition religieuse. C'est Hasideu Umot Haolam à l'origine. Donc, souvent, c'est confondu avec les 36 justes qui vont sauver dans Sodome et Gomorrhe, etc. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pareil. Mais le fait même que ce soit confondu, ça nous ramène à la question de l'individu et du collectif. Donc, c'est exactement, en gros, c'est la tradition, c'est des non-juifs. Donc, on va les appeler comme ça, des non-juifs qui se comportent de manière non hostile vis-à-vis des juifs. C'est ça que ça veut dire, en gros, religieusement. Ça a toute une histoire, évidemment. Et c'est ça qui est repris dès 1942 dans les premiers projets de commémoration des justes parmi les nations, qui sont imaginés dans le foyer juif en Palestine dès 1942. Et donc c'est cette tradition religieuse qui est reprise. Et derrière cette tradition religieuse, il y a deux socles importants par rapport à ce que vous avez dit. Le premier socle, c'est que ça prend comme point de départ l'hostilité globale des non-juifs vis-à-vis des juifs, et que donc ces êtres-là sont des exceptions à cette hostilité globale. Et la deuxième chose, c'est dès que... déjà, il y a l'idée de peuple et d'État, mais dès que l'État d'Israël, au sens moderne, est créé, ça c'est conçu d'emblée comme un outil de construction de la frontière, en fait. Qui est-ce qui est juif et qui est-ce qui n'est pas juif, et quelle est la relation d'Israël au reste du monde. C'est clairement ça. Après, c'est pas ça qui fait exister le terme. Ça, c'est l'origine du terme. Mais la procédure elle-même, elle repose sur des témoignages. Il faut bien comprendre que personne n'aurait été nommé s'il n'y a pas des personnes juives qui considéraient que ça faisait sens pour eux de nommer leur sauveteur. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on peut décréter que ça a un sens, mais ce qui est intéressant à mon sens, c'est de voir comment ça va être nourri de sens multiples par les gens. Donc ça c'est le premier point qui explique d'ailleurs pourquoi peu de Français, les tout premiers à être nommés, c'est des Polonais évidemment, Les premiers justes à être nommés, c'est des Polonais et des Polonaises qui, en gros, pour le dire vite, se sont mariés avec les personnes qu'ils ont sauvées et sont partis vivre en Israël. Parce que ça, Anna l'a dit un tout petit peu, mais c'est quand même pas très populaire d'avoir aidé des Juifs à la fin de la guerre en Pologne. Donc certains d'entre eux sont partis en Israël. Et comme il y a ce rapport à l'État et au territoire vraiment, donc pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, mais... Au départ, la nomination d'un juste donne lieu à la plantation d'un arbre. Donc il y a toute cette symbolique de l'enracinement, de la construction de la terre. Et donc pour que ça marche, il faut que les justes soient en Israël. Donc au début, il n'y a pas de procédure, il n'y a rien. La première cérémonie, c'est, ils disent aux sociétés d'originaires, donc aux différentes communautés en Israël, si vous pouvez nous trouver des justes qui sont ici, qui sont dans le territoire, qui sont là, qui sont à Jérusalem, ce serait bien et on va faire une cérémonie. C'est comme ça. Donc c'est vraiment la présence, l'État, le territoire, l'enracinement. Mais, bon, c'est trop long à expliquer, mais il y a un scandale lors de la première plantation, lié à Schindler d'ailleurs. Et donc suite à ça, il y a la création d'une procédure qui est pseudo-judiciaire et qui va être reposée sur des témoignages. Et ces témoignages font que petit à petit, c'est aussi d'autres types de significations qui vont nourrir le titre. Et c'est parce que ça repose sur des témoignages qu'il y a très peu de Français au départ, parce qu'on ne s'en souvient peut-être pas, mais les Juifs de France sont parmi ceux qui ont le moins proportionnellement émigré en Israël après la guerre. Donc au début, c'est des gens qui sont sur place qui vont témoigner, ou des gens qui sont très très engagés dans la création de l'État, qui ont un rapport très direct. D'ailleurs, il n'y a aucun texte en français. Au départ, tous les formulaires sont en hébreu. Donc voilà, ça c'est... Mais par ailleurs, en termes d'histoire, je suis bien d'accord que ça n'a rien à voir avec les gens qui sauvaient les Juifs. Moi, je suis une de celles qui, depuis le départ, considère que le terme de juste par les nations est très dangereux à utiliser d'un point de vue historiographique pour écrire la survie des gens. Il faut distinguer les deux de mon point de vue. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Natalia, and then you? Okay. Yeah, you go ahead.
I think, Sarah, you mentioned most of what I wanted to say, but I don't see this term necessarily. I mean, I think that this is, like you pointed out, a very much a historical term, and in and of itself, it's historique. Et même en lui-même, lorsqu'il a été établi, c'était quelque chose qui était donné à tout le monde, qui était impliqué dans à Yad Vashem, c'était les Juifs qui aidaient les Juifs et il n'y avait pas de reconnaissance ou de célébration pour les non-Juifs. Et c'est là où on a eu cet acte spécial de reconnaissance et c'est intéressant et je l'ai mentionné dans la présentation que maintenant on n'a pas tant dans la mémoire collective, mais cela vient de plus en plus dans le monde universitaire, de plus en plus de personnes qui poussent pour la reconnaissance de juifs et d'agences juives de sauvetage. Et c'est quelque chose de nouveau. Et cela ne fait pas partie de la discussion, ou cela n'a pas fait partie de la discussion pendant des décennies après la guerre. Et c'est un tournant intéressant. Et je pense qu'il nous faudra un vocabulaire différent qui est en train de venir. Et pour ajouter à ce qu'a dit Sarah, il y a ce capital social, à savoir être un sauveteur ou être peut-être le petit-fils ou le petit arrière-petit-fils de quelqu'un qui a sauvé des Juifs. Je ne sais pas si des sociologues ont regardé les chiffres et ont vu dans quelle mesure on pouvait avoir une série de demandes à Yad Vashem qui sont demandées, qui sont envoyées par des petits-enfants dont les grands-parents en fait n'avaient pas fait cette demande, mais leurs petits-enfants ont découvert ce qu'ils avaient fait et pensent que maintenant ces personnes méritent cette reconnaissance post-mortem, cette reconnaissance posthume. Et c'est ce qui fait le succès de cette marque, entre guillemets, pour les gens qui vivent dans le monde entier. Ils découvrent leur histoire familiale et ils veulent que ce certificat leur soit envoyé. J'aimerais bien qu'il y ait un projet comme cela et qu'il y ait toute une arrivée de nouvelles demandes qui nous parviennent. Mais bon, voilà, c'est mon intuition. Hein. Je ne suis pas sûre. En fait, j'ai écouté en partie en français et partie en anglais. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et ce que je voulais dire, c'est que s'il y a une mécompréhension de ce dont on parle dans le livre, le point de départ, c'est le titre juste parmi les nations comme défini par Yad Vashem, mais la thèse dont on a parlé, c'était que c'était une marque qui a été détournée par de nombreuses autres personnes et qui a été élargie à ce cadre un peu trop rigide et problématique tel que défini par Yad Vashem. Une autre question, qui peut-être se greffe sur celle-ci, c'est toute la politique, pas la politique, c'est l'attitude d'Israël envers les arrivants, les Yiddish, l'histoire des galoutes, et tout à coup la reconnaissance positive de ce qui s'est passé en exil, c'est-à-dire en Europe. Voilà, est-ce qu'il y a un lien aussi entre ça? Vous voyez ce que je veux dire? Je parle. Oui, je vois très bien. Alors, je dirais que c'est plutôt l'inverse, parce que précisément, le titre de Juste a pour vocation de ne pas légitimer cette expérience-là, même si, suite au scandale qu'il y a eu autour de Schindler, il a bien fallu composer une commission avec des gens qui avaient cette expérience-là.
Bien sûr, bah, évidemment, évidemment. Je voulais juste apporter 2 tout petits points. Il y a une personne qui voulait poser une question derrière, je crois. Alors, pour le cas français, c'est pas il y a une différence, c'est que donc, ce que disait Natalia, depuis un certain nombre d'années, il y a beaucoup de gens qui demandent à ce que le titre ou une forme de reconnaissance soit étendue aux Juifs eux-mêmes. Mais dans le cas français, c'est imbriqué. Comme j'expliquais, c'est pourquoi les justes ont été reconnus en France au départ, c'est parce que c'est exactement au moment où tous les anciens de ce qu'on appelle en France, parce qu'il y a une notion de résistance juive en France qui a été forgée, il y a les anciens de la résistance juive, il y a des livres, et l'amphithéâtre à Yad Vashem, il y a un amphithéâtre qui est l'amphithéâtre en hommage à la résistance juive en France. Précisément, tous ces anciens de la résistance juive, qu'on n'appelait pas en 85 la résistance juive, arrivent à la retraite, et c'est vraiment quelque chose de générationnel, et se mettent à faire un peu à revenir sur leur jeunesse, leurs engagements, et créer l'association des anciens de la résistance juive en France. Et c'est en lien avec cette association que le titre de juste va se développer en France, en miroir en fait. C'est vraiment en miroir. Donc ça, c'est le premier point. Et pour ce qui est des petits-enfants, ça, on a oublié de le dire, que normalement, le titre de juste, ça va avec toute l'idée du désintéressement. On n'en a pas parlé, on a parlé un peu de la conversion, c'est une forme d'intéressement. Donc, toute l'idée des justes parmi nations, c'est un sauvetage désintéressé. Ça veut dire, on n'a pas gagné d'argent, mais on n'a pas non plus un intérêt, par exemple, spirituel. Bon, c'est pour la France aussi, mais pour la Pologne, c'est quand même assez présent, je crois. Vous me corrigez si je me trompe. De ne pas vouloir faire des enfants juifs, par exemple, des enfants catholiques. Ça, c'est intéressé. C'est pas désintéressé. Et donc, pendant très longtemps, c'était en fait pas possible et c'était très mal vu qu'un juste lui-même se porte candidat. C'est pas du tout comme ça que ça se passait. La candidature devait venir des personnes sauvées. Et pour ce qui est de la France, Natalia, je peux répondre à cette question. Évidemment, c'est pas évident, mais bon, c'est le cas. Depuis un certain nombre d'années, c'est principalement des enfants et des petits-enfants de juste potentiel qui s'adressent au Comité français pour Yad Vashem pour constituer les dossiers. Parce que le fait que ce ne soit pas les justes eux-mêmes, ils ont plus ce principe de désintéressement qui doivent mettre « je veux bien être reconnu, mais moi je voulais rien, j'ai pas fait ça pour une médaille, etc. » qui est le discours et j'ai pas du tout de raison de le mettre en cause. Et ça, c'est autre chose. Au contraire, eux, ils ont un autre discours. C'est ma mission de faire connaître ce sauvetage parce que c'est pour les générations futures, justement, c'est vers le futur. Donc ça, c'est des points qui, à mon avis, sont importants, effectivement. Yes, there is a question at the back. And again, il y a une question au fond. Et s'il vous plaît, présentez. N'hésitez pas à lever la main. Je vais parler en anglais. Je ne comprends pas l'idée du nombre. Et je ne comprends pas pourquoi il faut discuter du fait de savoir si Irena a libéré 2500 ou 500 euros. Pour moi, c'est une héroïne, même si elle a sauvé qu'un seul enfant. Ce débat sur le nombre de personnes qui ont été sauvées. Et je voulais en parler parce que je suis cet exemple en fait, ma grand-mère a aidé les Juifs. Je n'ai pas demandé le diplôme, mais cela a été demandé par des Juifs qui ont survécu et qui ont émigré aux États-Unis. Ils étaient vraiment reconnaissants envers ma grand-mère. Ils sont allés à la cérémonie. Ma grand-mère n'est pas allée. Enfin, ils ne sont pas allés à la cérémonie parce qu'ils avaient peur, mais moi, en tant que petite
petite fille, je demanderais bien ce diplôme, mais pas pour être une célébrité ou pour dire que ma grand-mère est une héroïne, mais juste pour connaître mon identité. J'ai grandi en Pologne, j'ai été élevée en Pologne, mais toute ma famille vient d'ailleurs et c'est quelque chose qui me manque dans ma vie. Et cela me donne un exemple de connaissance. Ce n'est pas une question de me sentir mieux ou d'être héroïne, de dire ma grand-mère a fait cela ou cela. Non, c'est vraiment une question d'une identité, d'une nation, et cela n'a rien à voir avec le nationalisme. Je ne suis pas nationaliste et je pense que beaucoup de personnes vont prendre l'exemple d'Irena et dire que c'est être nationaliste, ou d'autres qui vont dire c'est être féministe. C'est une femme, donc il faut la commémorer comme féministe. Donc c'est une question que je pose là, mais en fait c'est ce que je ressors de cette conférence et je dois dire que c'est un peu décevant. Okay, so to make it very clear. Alors, pour que ça soit clair, ici, on ne pense pas que le nombre de personnes sauvées ou combien de personnes ont sauvé d'autres personnes est l'essentiel, mais cela a été transformé en un actif important dans le débat public. Si Irena Sandler a sauvé plus de personnes que le nombre de personnes tuées par Wagner, ou si elle a sauvé plus de personnes que Schindler. Non, ce n'est pas ce dont on parle. Il y a beaucoup de justes ou des personnes qui ont été nommées, le Schindler japonais ou britannique. Est-ce que ces personnes ont sauvé plus de personnes que Schindler ou pas? Nous, en tant qu'historiens ou sociologues, quoi que ce soit, ou juste historiens, nous pensons cela. À un moment, vous essayez, en tant qu'historien, de trouver la vérité, mais c'est devenu quelque chose qui fait partie du débat public et de la mauvaise utilisation de ce débat public. Et c'est ce dont on parle là. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une différence entre le fait que ce soit des individus qui demandent ce titre et le fait que cela soit demandé par d'autres. Et c'est important pour honorer ces personnes qui ont eu ce courage, qui ont pris ces initiatives pour aider. Et il est important de leur faire honneur et d'écrire à leur sujet en Pologne et dans de nombreux pays. Cela ne s'est pas produit pendant de nombreuses années. On n'a pas parlé de ces personnes pendant de nombreuses années. Mais je pense ce qui m'embête un petit peu, et peut-être d'autres personnes ici, c'est que faut que l'histoire doit être que l'histoire soit racontée de façon véridique et pas de façon abusée. Il y a des gens qui ont abusé ou fait un mauvais usage de l'histoire pour des buts à des fins politiques. Donc il ne faut pas tomber là-dessus. Ce n'est pas la question des justes de cela, mais savoir qu'on peut en parler et que c'est une bonne chose d'en parler. Oui, je voulais seulement ajouter que Irena Sandler, bien sûr, elle est une héroïne absolue. Enfin, je le raconte dans l'article, je le raconte dans mon livre. C'est clair, ce que nous parlons d'une façon d'utiliser les gens comme Irena Sandler pour prouver un certain discours nationaliste. Mais ça ne veut pas dire que Irena Sandler, elle n'était pas nationaliste du tout. Elle était une très de gauche. Enfin, elle n'avait rien à voir avec le discours nationaliste. Ce qu'elle avait à voir, c'est qu'elle voulait être aperçue et qu'elle comprenait qu'elle doit
entrer dans ce discours pour être aperçue. Et donc c'est pas contre elle, c'est contre ce discours qu'il y avait en Pologne dans ces années et qui dure maintenant d'ailleurs. Thank you. Merci. Of course. En vous écoutant, je pense aussi qu'il y a une chose très importante qu'on n'a pas dite, c'est qu'est-ce que ça représente aussi le titre de juste pour les personnes qui le demandent pour leur sauveteur. Donc bien sûr, cette signification, elle a changé probablement à travers le temps, déjà parce qu'il y a un problème d'âge, donc il y a aussi beaucoup de gens, il y a les générations des petits-enfants et les enfants des personnes, des sauveurs qui sont aujourd'hui, mais il y a aussi les enfants et les petits-enfants des personnes sauvées qui sont aujourd'hui. Donc ces choses-là changent. Mais au départ et au cœur de la reconnaissance créée par Yad Vashem, il y a aussi le besoin, la difficulté en fait. C'est impossible de rendre à quelqu'un le fait d'être sauvé. C'est juste, c'est pas possible en fait. On peut pas rendre la vie quand quelqu'un a fait en sorte qu'on la garde. Donc ça, c'est vraiment au cœur du développement à l'origine du titre, c'est d'offrir la possibilité. Donc il y a évidemment plein de gens, et peut-être que c'est le cas dans votre famille, plein de personnes juives qui ont gardé des liens pendant des années, jusqu'à leur mort, souvent avec les personnes qui les ont sauvées. Mais même en gardant ces liens, même en emmenant ces justes en vacances, en faisant plein de choses, ça reste quelque chose qui ne peut pas équivaloir le fait de donner la vie, de sauver quelqu'un. Et donc c'est aussi là où la symbolique de cette reconnaissance est importante, parce qu'elle permet d'avoir un tiers symbolique, qui au départ n'était que l'État d'Israël et qui officiellement n'est que l'État d'Israël. Mais dans le contexte français, il y a une forme d'hybridation qui s'est faite petit à petit, de mélange symbolique entre le titre, autour du titre entre la France et Israël, qui correspond aussi à des positionnements des Juifs de France qui sont plus ou moins proches des deux États dans leur symbolique. Et donc, ce qui est important, c'est de bien rappeler ça aussi, c'est que ça joue aussi un rôle pour les personnes sauvées. Et je pense que même politiquement, il y a des gens qui ont participé, des Juifs qui ont participé à la reconnaissance, par exemple, de Justes Polonais, et qui ne partagent pas du tout les usages politiques qu'il peut y avoir à travers ça. Et c'est ça qui est aussi qu'on essaye de faire. Ça peut paraître un peu complexe, mais c'est aussi important de pouvoir déplier ça et de rappeler les logiques des différentes personnes et le sens que donnent les différentes personnes à ça. Thank you very much. Are there any Merci beaucoup. more questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je remercie nos 4 membres du panel. C'était vraiment très agréable de vous avoir à mes côtés. Et c'est un livre dont je vous recommande vivement la lecture. Je vous remercie tous d'être venus ce soir, nous avoir écoutés, et j'espère vous revoir de nouveau. Merci beaucoup au Mémorial et bonsoir.